Donc moi, je vais vous parler un petit peu de fragilité et de médicaments, donc de iatrogénie, bien évidemment, mais aussi de voir quels sont les médicaments qui sont désormais extrêmement impliqués dans la fragilité, et notamment dans la fragilité cognitive, puisqu'actuellement, on a une littérature assez riche dans le domaine, mais on a encore une marge d'amélioration importante, et le pharmacien a différentes actions possibles, et donc je terminerai sur ça en présentant les différentes actions possibles. Donc chez les patients âgés fragiles, alors on a une difficulté, j'ai fait bien évidemment pour préparer le topo un petit peu de littérature, c'est toujours de se dire quelle définition de la fragilité ils prennent. Et selon certains pays, la fragilité c'est la fin de vie, d'autres c'est le concept de Fried, d'autres le concept de Rockwood. Donc on a quand même des fois des études qui ne sont pas transposables les unes avec les autres. Donc sur une étude de cohorte de près de 1700 hommes de plus de 70 ans, il y avait une proportion donc, entre fragile, préfragile et robuste. Et cette étude montre clairement que la prévalence des prescriptions à haut risque, qui inclut les médicaments potentiellement inappropriés, est augmentée chez les patients âgés fragiles. Donc on a des patients âgés fragiles qui sont exposés à des médicaments à risque, médicaments qui étaient peut-être, on va dire, qui étaient adaptés à un moment donné et qui vont devoir être potentiellement revus. Il y a une association significative entre ces prescriptions dites à risque et la fragilité. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, dans un suivi notamment de cohorte, on voit que ceux qui sont exposés à ces médicaments, ils sont plus fragiles, ils ont une augmentation du risque de fragilité. Et on a, chez ces patients âgés fragiles, une augmentation du risque d'événements indésirables médicamenteux. Voilà, on a des patients qui sont âgés, fragiles et qui sont exposés à des médicaments et donc ont un risque augmenté d'événements. Alors, bon, le schéma, vous l'avez vu plusieurs fois, donc je vais passer assez vite. Vous voyez qu'on est de la même école, presque. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que le petit élément rouge, là, ça peut être un médicament. C'est-à-dire que le médicament peut être l'élément de décompensation d'un état de fragilité. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que souvent, ça peut être une infection urinaire, une décompensation cardiaque, mais ne pas oublier le rôle du médicament, soit en tant que seul élément de décompensation, soit en tant qu'élément favorisant une décompensation clinique. Et ça, c'est un élément phare à avoir en tête pour comprendre la gériatrie et le rôle du médicament. Quels sont les facteurs de risque chez le patient âgé? Alors j'ai rajouté fragile, mais parce qu'on a vraiment des facteurs de risque qui sont similaires. On a toutes les modifications physiologiques qui vont impacter sur la pharmacocinétique des médicaments, notamment l'élimination. Les modifications pharmacodynamiques qui vont augmenter la sensibilité accrue au niveau du système nerveux central notamment, et donc on va parler un peu de cognition, donc on est en parfaite, il y a un lien assez important entre ces deux éléments. Il y a la polypathologie. La polypathologie, pourquoi? Parce que indéniablement, polypathologie, diagnostic, donc parfois prise en charge. Alors des fois, il faut réévaluer cette prise en charge. Et aussi cette polymédication avec une augmentation des interactions médicamenteuses et avec une potentialisation d'effets de médicaments. Ça, c'est un élément important parce que dans les études, on a généralement peu d'éléments sur les interactions et donc sur la majoration d'effets de certaines thérapeutiques. Donc si on reprend toujours le même schéma, on sait que la réserve cognitive, comme ça a été précédemment évoqué, diminue avec l'âge. Donc le médicament qui peut être l'élément de décompensation va pouvoir faire que le patient passe sous le seuil de fragilité ou sous le seuil d'insuffisance. Au niveau cognitif, quelles sont les deux grandes manifestations d'événements de ce type et de fragilité cognitive et d'accélération de cette fragilité liée à un médicament? Ce sont le syndrome confusionnel, extrêmement présent chez nos patients, notamment quand ils arrivent en court séjour gériatrique, et l'altération ou la dégradation progressive des fonctions cognitives. Donc là, on va voir un petit peu ensemble quels sont les médicaments impliqués et finalement comment on peut faire. Alors, certains d'entre vous ont certainement déjà un certain nombre de notions à ce niveau-là, mais finalement, on s'aperçoit qu'il y a encore du travail et qu'on arrive à pouvoir avoir des stratégies d'optimisation thérapeutique abouties.
Donc, quels sont les médicaments les plus incriminés dans ces deux manifestations cognitives chez un sujet âgé fragile? On a principalement les médicaments anticholinergiques. Donc là, je pense que je ne vous apprendrai rien, mais c'est des médicaments délétères, ne serait-ce que déjà par leur effet anticholinergique en tant que tel, hein, rétention urinaire, troubles de l'accommodation. Puis après, sur la cognition, on a différentes études qui montrent clairement une association qui va être constante entre exposition à des médicaments anticholinergiques et des troubles de la cognition, de deux types, que ce soit le syndrome confusionnel ou des troubles cognitifs qui s'installent progressivement. On a une étude longitudinale qui a réalisé un suivi sur 2 ans et qui a montré qu'à 1 an, finalement, l'exposition à ces médicaments est un facteur prédictif de MCI, donc de troubles cognitifs légers. Donc on a des patients qui sont exposés et cette exposition va finalement être prédictive d'altérations cognitives qui après pourra peut-être se transformer en altération plus grave, moins évoluée. Et l'impact de cette charge a aussi un certain nombre de conséquences sur les performances cognitives. Donc, comme déjà dit précédemment, les patients âgés ont une altération liée au vieillissement de leur cognition et l'exposition à ces médicaments va fragiliser cette cognition et va accélérer ces éléments avec un impact sur le temps de réaction, l'attention, la mémoire verbale, la mémoire visio-spatiale, les praxies visio-constructives, les tâches langagières et les fonctions exécutives. Donc désormais, il y a clairement un lien bien documenté entre ces médicaments anticholinergiques et l'altération cognitive. Si maintenant on passe à la deuxième catégorie de médicaments très incriminés, ce sont les médicaments sédatifs. D'accord ? Donc les médicaments sédatifs, on a aussi une littérature qui est riche, alors avec des études qui sont parfois contradictoires. C'est pour ça que j'ai fait j'ai montré des études contradictoires. Donc on a une association qui a fait défrayer la chronique quand même entre exposition aux benzodiazépines et augmentation du risque de démence. Donc on a des travaux qui montrent effectivement ça. Donc moi j'alerte sur l'interprétation de ces travaux. Le lien existe. Après, il faut voir si cliniquement il y a un lien et puis si les thérapeutiques étaient nécessaires et devaient être continuées, notamment sur les benzodiazépines. On a une revue de littérature qui présente des résultats controversés selon les articles. Un impact entre l'exposition à ces médicaments et la survenue de démence. Pas d'impact, voire il y a une étude notamment qui date un petit peu maintenant, qui montre qu'il y a une diminution de l'incidence des patients déments à 3 ans, malgré l'exposition aux benzodiazépines. Donc j'ai fait exprès de mettre de la littérature contradictoire parce que finalement ce lien, il existe, il est mieux en mieux documenté et finalement je pense que la stratégie avec l'équipe de soins, en collaboration avec l'équipe de soins, c'est de trouver une balance bénéfice-risque de ces thérapeutiques à un moment donné et une réévaluation régulière. Et après, là, ce qui devient intéressant, c'est quand on cumule les deux. Là, on a une addition des effets, soit sédatifs et anticholinergiques, et on va voir une augmentation du risque, une augmentation de la diminution des fonctions cognitives et physiques. Il faut savoir que les travaux maintenant montrent vraiment que les patients sont diminués cognitivement et sur certaines capacités physiques. Et après, il y a mise en évidence d'effets indésirables cognitifs et psychomoteurs avec certaines classes thérapeutiques qui ont des effets anticholinergiques et ou sédatifs. Donc on a vraiment une littérature importante à ce niveau-là. On a maintenant des essais cliniques randomisés qui apparaissent où on essaye de réduire cette charge et on essaye de voir finalement l'impact sur la cognition ou sur l'altération de cette cognition. Les médicaments, alors souvent je la présente un petit peu aux médecins parce que souvent ils disent oui mais il n'y a pas beaucoup de médicaments concernés par ces propriétés. Alors nous pharmaciens on a souvent un petit peu des éléments à ce niveau-là mais on est sur un nombre de molécules considérable. Donc parmi ces molécules, il y a quand même 14 molécules qui sont parmi les 25 les plus prescrites chez le sujet âgé. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que même s'il y en a beaucoup, il pourrait y en avoir beaucoup, mais ils ne sont peut-être pas prescrits chez les patients âgés. Donc, mais si, ils sont prescrits chez les patients âgés. La liste qui est là est totalement non exhaustive et il est important de différencier l'effet anticholinergique recherché, j'insiste bien,
de l'effet anticholinergique qui peut être secondaire, mais qui est prédominant, puisqu'après, quand on a un patient qui a en moyenne 12 médicaments, et ben quand on a 12 médicaments qui ont une petite propriété anticholinergique ou sédatif, on arrive à une charge non négligeable au sein de la prescription. Donc j'ai anticipé sur ma diapo. Donc bien différencier l'activité pharmacologique majeure que l'on recherche et l'activité secondaire. Alors je vous alerte, hein, je le dis parce que c'est important, il y a beaucoup de classifications différentes. Les molécules ne sont pas toujours au même endroit selon si elles ont des propriétés pharmacologiques anticholinergiques in vitro, in vivo, des effets cliniques. Voilà, on a des choses qui sont pour l'instant quand même, j'oserais dire, pénibles, j'allais dire, mais pas évidentes, puisqu'on peut difficilement comparer un outil. Les outils de mesure de charge ne sont pas comparables, ils n'incluent pas les mêmes molécules, et donc on ne peut pas mesurer de façon, on va dire, standard cette charge. Et c'est des prescriptions fréquentes chez les patients âgés, puisque 13 à 60% des patients âgés ont au moins un médicament anticholinergique, et c'est également valable chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire le pharmacien? Alors, le pharmacien, bien évidemment, en collaboration avec l'équipe de soins, on ne travaille jamais seul et on ne peut pas travailler seul. Repérage. Donc, là, je pense qu'il y a un rôle majeur des pharmaciens d'officine, notamment, sur le repérage, sur le fait qu'ils connaissent le patient dans son environnement, dans son quotidien. Et donc, il y a eu des expérimentations sur notamment l'outil qui est l'outil SEGA-A, du repérage de la fragilité par le pharmacien d'officine, et donc avec une éventuelle orientation vers le médecin traitant ou voire vers un réseau ou des structures d'accueil hospitalières qui vont permettre de faire des bilans plus complets. Ce repérage, il peut être fait selon les médicaments qu'ils prennent éventuellement, et aussi il peut être fait à un événement de la vie du patient, puisque c'est généralement marqueur. Une hospitalisation, une chute chez un patient âgé va être marqueur de la suite et de son parcours de soins. Et bien évidemment, pharmacien, on peut agir sur l'amélioration de la prise en charge médicamenteuse et sur l'observance, avec l'optimisation de cette prise en charge, donc en travaillant sur les prescriptions en collaboration avec l'équipe de soins, que ce soit sur le choix des molécules, sur la balance bénéfice-risque du traitement au moment donné, et puis la réévaluation, parce que des fois, les médicaments sont nécessaires et ont un intérêt, mais il faut voir si on peut engager une réévaluation à court terme. Envisager aussi de pas mal travailler sur tout ce qui est interaction médicamenteuse, qu'est-ce qui va majorer l'effet de tel traitement, permettant ainsi de diminuer autant que possible cette charge. Et la nouvelle mission, donc, notamment du pharmacien d'officine, avec le bilan partagé de médication, où désormais ils ont une mission qui est, à travers un entretien structuré avec les patients, de faire le point sur les thérapeutiques, mais faire le point avec le patient, ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas, mais également faire le point avec le médecin traitant pour avoir une stratégie de réévaluation de ses prescriptions. Donc pour conclure, les médicaments sont bien évidemment impliqués dans cette iatrogénie cognitive, dans cette accélération de la fragilité, qu'elle soit cognitive ou autre. J'ai pris l'exemple de la cognition en lien avec la présentation précédente, mais si on prend la chute c'est pareil, le médicament est extrêmement incriminé dans la survenue de la chute. Donc on a voilà, différents domaines, comme c'est évoqué tout à l'heure, la fragilité est multidomaine, et donc sur tous ces domaines, finalement, le médicament peut avoir un impact et peut jouer sur la survenue d'un événement ou l'accélération d'un événement déjà en cours. Les pharmaciens, on peut travailler notamment dans le repérage et dans l'optimisation de la prise en charge thérapeutique. J'insisterai jamais assez sur la balance bénéfice-risque des médicaments incriminés. Ils ont potentiellement un bénéfice à un moment donné, et après, ça devient peut-être un risque. Donc la notion de réévaluation et d'optimisation de cette thérapeutique. Et il faut qu'on arrive, ou qu'on continue en tout cas, à travailler en coordination avec les acteurs, que ce soit les acteurs hospitaliers, les acteurs du soin primaire, pour avoir un parcours de soins adapté et coordonné selon l'évolution et le parcours de chacun des patients. Je vous remercie.